C'est sur le site de l'Institut Jean-Bart de Sally que s'est tenu, du 23 au 24 octobre 2021, le symposium de la Ligue sénégalaise de football professionnel. C'est autour du bilan de 12 années de football professionnel que l'ensemble de l'écosystème du football sénégalais s'est réuni en conclave. Sous la présidence du ministre des Sports, M. Matar Ba, et du ministre de l'Urbanisme, également président de la LFA, M. Abdoulaye Seydou, l'événement s'est ouvert sur un hommage au regretté coach Joseph-Marie-François Koto et Alassane Dia. Monsieur le représentant du Comité national olympique sportif sénégalais, Monsieur le vice-président de la Ligue guinéenne de football, Monsieur le président de l'ONCAV, représentant le président de la Fédération sénégalaise de football, honorables invités, chers amis du football, bienvenue à l'Institut Jean-Bart, un des fleurons du football national, à qui nous souhaitons bonne chance pour son match retour contre le Enyimba de football, le Nigeria. Bienvenue, disais-je, à ce symposium sur les 12 années de football professionnel au Sénégal. Cette rencontre, vous le savez tous, devait se tenir le week-end dernier. Mais avec la disparition brutale de Boursou, Joseph Koto arraché à notre affection, dans les circonstances que vous savez, nous ne pouvons le faire. Eu égard à ce qu'il représentait dans le football sénégalais et le football local particulièrement. Si on se réfère à son parcours aussi bien dans son club, la Gendarmerie de Dakar, qu'en sélection, où il a été très souvent sur le banc de la sélection locale, il constitue un symbole. Ce symposium était important à plus d'un titre pour lui, puisqu'on en a discuté 2 heures avant son décès. Koto me faisait part de son point de vue sur les difficultés et contraintes qui plombent le football sénégalais. Et il avait décidé de venir les partager avec nous du haut de cette tribune. Mais hélas, Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Nous ne pouvons que nous prier à cette sentence. Mais nous n'oublierons pas ses idées. Parce que comme je l'ai dit, on en a parlé et tout le monde savait que c'était quelqu'un qui connaissait bien le football et avait la voix à chapitre. Nous nous inclinons encore une fois devant sa mémoire et devant aussi la mémoire de notre collègue Alassane Dia, qui était membre du conseil d'administration de la Ligue Pro. Sa famille est ici présente, la famille Koto aussi. Nous rendons des hommages, c'est bien de le faire, mais c'est bien aussi d'agir de la manière la plus proche sur ces familles-là qui ont perdu leur repère en plein vol. Ces enfants qui ont perdu leur père et leur seule référence, leur famille, il faut que nous y pensions, il faut que nous réfléchissions, il faut qu'on mette en place un mécanisme de solidarité entre les sportifs. Malheureusement, il n'y a pas de solidarité entre les sportifs. Malheureusement, c'est ça. Nous sommes au terrain, le club de football, c'est d'abord la principale arme d'un club de football, c'est d'abord sa solidarité. Parce qu'il faut être 11 pour gagner. Mais au-delà du terrain, nous n'exprimons pas notre solidarité entre nous. dafa yàlla dafay defar wërsëg am fu mu koy jaarale bu jaarale ko mu teg ko ci ay loxo yooyu ñoo war a xam ne ñun ñëpp ñoo war a am solidarité ku ci am na ku ci nekk fii ku mënal sa morom dara fii ku ci nekk am na lu nit mënal sa morom lu ñu ëppalante ku ci nekk bañ koo wane mais ñu bokk ko ba nga xam ne loolu moo ñu tere gagné ci Afrique. man gars yi ñuy wax yëpp ay wooyu on n'a pas gagné il faut qu'on se remette en cause. Ce qui nous empêche de gagner, c'est l'absence de solidarité et beaucoup de subjectivité et d'hypocrisie. Beaucoup de subjectivité et d'hypocrisie. Le jour où nous serons solidaires dans les cœurs, le jour où nous nous remémorons que nous ne sommes que des êtres humains périssables, nous gagnerons quelque chose.
est suivie une série de discours officiels, au cours desquels la pertinence de cette initiative de bilan et perspective a été unanimement saluée. Cher ami, monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chers collègues Abdoulaye Seydou Sow, président de la Ligue amateur de football, monsieur le préfet, le sous-préfet de Signa, monsieur le président de la Ligue professionnelle de football, monsieur le président du comité scientifique, monsieur le représentant du Haut Conseil des collectivités territoriales, monsieur le président de la Ligue professionnelle de la Guinée, chers frères, monsieur le président de clubs qui sont nombreux ici dans la salle, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, le directeur de cabinet, les directeurs nationaux, chers membres de la famille de Joseph Koto, chers membres de la famille de Alassane Dia, mesdames et messieurs les partenaires, très chers invités, chers amis de la presse sportive. Le symposium qui nous réunit ce matin à Saly est consacré à une réflexion sur deux grandes problématiques, à savoir le bilan et les perspectives du football professionnel, la gouvernance et le management de la performance, mais surtout les atouts et l'attractivité du Sénégal sur le marché international des transferts. Une thématique d'actualité qui revêt dans le contexte du football mondial du XXIe siècle une grande particularité et une grande importance. Il se tient aussi dans un cadre symbolique, l'Académie de Diambar Football Club, qui est à la fois un centre de production de talent, un espace pédagogique et un cadre d'apprentissage professionnel, c'est-à-dire un modèle d'intégration réussie du sport, de l'éducation et de l'insertion socio-professionnelle. C'est pourquoi je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter très chaleureusement la nouvelle équipe de la Ligue professionnelle de football, dirigée par notre frère et ami, le président Djibril Wane. Pour un coup d'essai, c'est un véritable coup de maître. Et j'ai, en votre endroit, Monsieur le Président, une présomption favorable qui augure de lendemain meilleur pour le football et d'une manière générale pour tout le sport sénégalais. Les travaux techniques ont été menés selon un modèle participatif et dans une ambiance empreinte de passion et d'engagement des acteurs. Nous constatons tous que les sources en question ne couvrent plus les besoins du sport, surtout du football professionnel. L'autre contrainte est liée au décret 76040 qui donne les conditions particulières dans lesquelles doivent évoluer les entités sportives et qui est particulièrement en retard et qui ne couvre pas les sports dits professionnels. Il en est de même de l'arrêté 10-238 qui fixe les conditions d'octroi et de retrait des délégations de pouvoir, ce qui ne peut pas cadrer avec un sport qui veut faire appel au secteur privé. Mais qu'en est-il par rapport aux dispositions en question avec les réalités au niveau des clubs? Nous avons essayé à ce niveau de voir un tout petit peu quel est le statut des clubs. Et un questionnaire avait été envoyé à l'ensemble des clubs de la Ligue 1 à l'époque. 5 réponses nous étaient parvenues. Les réponses en question montraient qu'il y a 3 clubs, sociétés à responsabilité limitée et 2 sociétés anonymes et les autres n'ont pas répondu. Quelle conclusion nous en avons tiré? La plupart des clubs qui jouent encore le football professionnel
continue d'être régi et de fonctionner avec les lois, avec les dispositions de la loi 76-40 et la loi de 1901. Ce qui ne cadre plus avec le sport qui nous préoccupe. Mais les clubs qui se sont constitués en société de sport ont-ils une base juridique légale qui leur permet de le faire? Les recherches que nous avons menées ne nous ont pas permis de trouver un texte qui organise le sport professionnel au Sénégal, à fortiori pour le football professionnel. Deux faits majeurs ont fait que les sportifs se sont appropriés, à l'instar des autres institutions, le thème de gouvernance. D'abord, l'importance de plus en plus grande du phénomène sportif et des organisations sportives comme le CIO, la FIFA. Et le sport aussi véhicule des valeurs de cohésion sociale, de stabilité, et ainsi de suite. Et on a senti que c'est un phénomène mondial avec des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux culturels. Mais parallèlement à cette prise de conscience de l'importance du sport, les gens ont senti la fragilité du sport avec le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude sur l'âge, le trucage des installations et le dopage et la corruption pour pouvoir organiser des manifestations importantes. Donc les gens ont dit qu'il y a deux problèmes. Le sport prend de plus en plus de valeur, mais il est très fragile face à des maux qui gangrènent la société. Et c'est pourquoi vous pouvez prendre comme exemple le congrès de la FIFA en Suisse où le gouvernement américain est venu prendre les dirigeants de la FIFA pour les amener pour les juger. Parce que et on a dit que maintenant vous êtes obligés, les sportifs sont obligés de veiller sur la gouvernance de leur institution. Ils ne sont plus des êtres à part, mais ils font partie de la société et sont justifiables devant les juridictions. C'est à ce moment-là que donc voilà les deux faits majeurs qui ont fait que effectivement les sportifs se sont appropriés de thèmes de gouvernance pour lutter contre les fléaux du sport. Il faut qu'on aille vers la mutualisation des droits commerciaux et des droits de télévision entre la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel. Qu'on puisse vendre sous une forme pyramidale aussi bien les équipes nationales, les 28 clubs de la Ligue, les clubs de la Ligue Pro et de la Ligue football amateur, tout ce qui est ONCAV, donc les navétanes, et aussi tout ce qui est beach soccer, futsal et football féminin. Donc, parce qu'on est un petit marché de 17 millions d'habitants. On a un petit marché où il n'y a pas de grandes industries. On a un petit marché où les dépenses de publicité des sponsors ne sont pas extensibles. C'est quelques sponsors qui financent le sport sénégalais. Donc, on ne peut pas y aller en ordre dispersé. Donc, ma recommandation, c'est que tous les 28 clubs de la Ligue professionnelle mutualisent leurs droits commerciaux et tout leur merchandising, leur licensing, et qu'ils fassent des actions concrètes vers la digitalisation, la présence sur les réseaux sociaux, une charte graphique conforme, une charte commerciale qui est valable dans toutes les infrastructures où des matchs de la Ligue Pro on va avoir lieu, et qu'ils aillent de manière concertée et de manière commune, conjointe, vers les sponsors. Et à ce moment-là, je pense que la fédération en tirera profit pour les équipes nationales, la Ligue en tirera profit pour les matchs de la Ligue 1, la Ligue de football amateur en tirera profit, et toute cette syndication des droits profitera à tous les démembrements du football sénégalais. Je trouve qu'il y a tous les clubs dans ce pays. Quand il y a tous les clubs, il y a un émiettement de talent. Quand il y a un émiettement de talent, il y a la faiblesse du spectacle. Avant, on voyait dans une équipe 4-5 talents. Maintenant, c'est un. Bon, il y a un manque d'air de jeu. Ça aussi, parce que le premier outil du footballeur, c'est le terrain. Il y a également la faiblesse du régime indemnitaire. Parce que je ne peux pas concevoir quand on parle de football professionnel et que les gens continuent à percevoir des salaires de 50 000 francs, 70 000 francs. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas retenir les joueurs avec les maigres salaires. Et ce qui explique l'évasion de nos talents vers les pays voisins, les pays où, en 1960, les gens étaient incapables de distinguer un ballon de football d'un ballon de rugby.
nous éliminent maintenant au premier tour. Ça doit faire réfléchir. Ça pose problème. Et je ne citerai pas des pays, mais il y a eu des cas où j'ai eu mal au cœur quand j'ai entendu que nos équipes ont été balayées par des équipes voisines où le football a été découvert il n'y a même pas 40 ans. Bref, donc, et souvent, je n'ai pas perçu une modification, une transformation réelle entre ce qui se faisait en 1980 quand il a encore l'affaire et ce qui se fait actuellement. On dit football professionnel, mais est-ce que les joueurs sont affiliés dans les caisses de retraite, la sécurité sociale, dans des IPM, comme mesure de protection sociale? Ce n'est pas encore le cas. Bon, est-ce qu'il y a des garanties? Tout à l'heure, les joueurs sont payés, je crois que c'est le ministre Ablaïso qui l'a dit, 10 mois sur 12 ou 9 mois sur 12. Donc on ne peut pas les retenir. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Qu'est-ce qu'on entend par l'éthique? Parce que justement, si on veut parler de bonne gouvernance, d'abord en tant que tel, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Et ça, c'est pratiquement individuel. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être bon si il lui-même ne l'est pas. Hein? Donc, s'il a des comportements déviants, entre guillemets, pour ne pas dire des gros mots, hein? Ou bien s'il a des logiques normales, hein? Logical, par exemple, retour de l'ascenseur, ces expressions-là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a quand même, il y a des souplesses, hein, qu'on donne aux principes rigoureux. C'est ça qu'il faut éviter. Donc on parle d'éthique, c'est une branche de la philosophie qui cherche à aborder des questions de moralité. Hein? Comment les valeurs morales devraient être déterminées? L'éthique dans le sport, ça fait référence au comportement des acteurs. Aussi bien les athlètes, l'entraîneur, le dirigeant, les juges, les arbitres, les médecins, tout cela sont tenus par justement une certaine éthique dans leur fonctionnement, dans l'organisation sportive. Donc, afin de comprendre et de mettre en œuvre, il y a les principes éthiques de base qui ont été édictés. Des codes d'éthique sont de plus en plus édictés dans les grandes fédérations ou dans le mouvement sportif, au CIO, à la FIFA. Et à la FIFA, justement, il y a ce qu'on appelle le code d'éthique de la FIFA. Je ne vais pas le lister. Maintenant, je vous dis simplement, allez vous intéresser, puisque vous êtes dans le domaine du football. De l'instant où quelqu'un signe une licence ou une affiliation au football, il est astreint à ce code d'éthique de la FIFA. Donc, il faut autant soit peu aller l'examiner pour savoir justement quelles sont les obligations de se imposer à tout pratiquant, à tout acteur du football. Si ces fondamentaux-là ne sont pas garantis, on aura du mal à avoir le résultat et ce fameux document qui est attendu par les autorités qui viennent de nous quitter. Nous allons donc, dans cette première phase, parler des problématiques et modèles économiques du football professionnel au Sénégal. Votre serviteur vous servira de modérateur. Je m'appelle Mohamed Jonoussa. Je actuellement la Ligue sénégalaise de football professionnel, le cabinet Convergence. Je me présente d'abord, je suis Madame Gaëf Fatou Bintou. Je suis la directrice générale adjointe de Génération Foot. Moi, j'aimerais intervenir surtout par rapport aux ressources humaines. Parce que dans la professionnalisation, c'est vrai qu'il y a le cadre législatif, il y a le cadre juridique, mais il y a quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est les leaders qui sont dans les clubs et qui vont réfléchir sur toute la problématique de rendre rentable l'existence d'un club. Parce qu'avant, les clubs, c'était une affaire de cœur, c'était une affaire de mettre en place un groupe de jeunes qui ont du talent et qui jouent au foot. Mais aujourd'hui, le football a changé. C'est une grande famille, mais on a besoin de compétences pour gérer le football. C'est pas uniquement, on s'intéresse au football, on aime le football, on va travailler dans le football. Aujourd'hui, pour professionnaliser les clubs, au-delà des joueurs, au-delà du cadre que met en place l'État, il faut aussi que les personnes qui gèrent les clubs soient formées.
soit pas uniquement de la volonté. Il y a une organisation au sein des clubs, au niveau hiérarchique, au niveau des ressources humaines, pour que les gens apprennent à gérer le club. Que ce soit la gestion financière, que ce soit la gestion de carrière des joueurs, que ce soit comment on prépare un joueur à être transféré à l'étranger. Parce qu'il y a quand même un très grand fossé entre notre système et les systèmes étrangers vers lesquels on vend les joueurs. Donc si nous-mêmes nous ne sommes pas préparés à ce cadre-là, soit on va se faire avoir, malheureusement, ça peut arriver, soit on ne sera pas à la hauteur intellectuellement, scientifiquement, techniquement, pour arriver à rendre notre football professionnel. Ça, c'est une réalité. Il y a des écoles de formation de managers sportifs, de cadres, de leaders, mais je pense que ce n'est pas suffisamment diffusé dans nos pays pour que les femmes et les hommes qui sont intéressés par le management sportif puissent justement pousser le développement des clubs, apporter des financements, apporter des sponsors, faire en sorte que les sponsors se reconnaissent dans le partenariat win-win qui est proposé. Parce qu'aujourd'hui, un sponsor qui ne voit pas l'intérêt de financer un club parce qu'il ne sent pas sa visibilité promue, il ne viendra jamais financer. S'il vient et qu'il sait qu'il ne peut pas faire passer des messages, il ne viendra pas financer. Or, les sponsors ne sont pas là juste pour faire du mécénat. Les sponsors ont une idée marketing derrière la tête et c'est à nous, en tant qu'acteurs du football, de faire en sorte de leur proposer quelque chose qui les intéresse. Et je suis parfaitement d'accord avec celui qui a parlé tout à l'heure des femmes. Comment est-ce qu'on les ramène dans le système pour que ce qu'ils voient à la télé qui les attire à ce point-là puisse non pas exister à 100% chez nous, mais qu'on leur offre quelque chose qui leur permette d'être très enthousiastes à l'idée de venir voir un match et pas uniquement une finale, parce qu'une saison, c'est pas une finale. Absolument. Une saison, c'est plusieurs matchs où on essaie d'avoir un maximum de spectateurs. Et je pense qu'en dernier lieu, le rôle des médias est extrêmement important. Les médias se bousculent pour acheter les droits des matchs, la retransmission des matchs à l'étranger. Mais est-ce qu'au niveau local, ils se bousculent pour avoir les matchs locaux? Si on n'a pas le soutien des médias aussi dans ce sens-là, on risque d'aller droit dans le mur et on n'aura pas la visibilité qu'on veut. Certains clubs ont la possibilité d'avoir des retransmissions en direct avec une propre chaîne de télé privée, mais combien de clubs l'ont au niveau national? Je pense que c'est important aussi de tenir compte de tout ça. Je ne peux pas ne pas rappeler qu'on est bien loin du temps où l'aristocratie rasait les murs pour aller dans nos stades. Il suffit de voir les sommités que nous avons dans cette salle pour réfléchir autour de cette question. Mais monsieur le modérateur, nous sommes fatigués de ces rencontres sans lendemain. Figurez-vous que le 14 octobre 2011, au TRU, nous avons tenu une conférence scientifique sur la professionnalisation du sport en Afrique. Le 27 décembre 2013, le Forum de Dakar, au King Fahd, sur la contribution du secteur sportif à la croissance de l'économie nationale et à la création d'emplois des jeunes, comme le disait par le ministère des Sports. Le 21 mai 2013 encore, entre le ministère des Sports et l'organisation de la propriété intellectuelle, un colloque international sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle pour encourager le développement de l'industrie sportive en Afrique. Toutes ces rencontres ont habitué à quoi près d'une décennie après. Ce qui pose problème au Sénégal, c'est un problème d'audace. On manque d'audace, nous, acteurs du sport. On manque de leadership fort, capable de faire porter ces réformes fondamentales auprès des décideurs, auprès de l'autorité. Et il est heureux que récemment, la Fédération sénégalaise de football ait pris le taureau par les cornes en mettant en place une commission sur la gouvernance institutionnelle et une autre commission sur la réforme du cadre juridique global. Toutes les études ont mené à l'inadéquation entre le cadre juridique actuel et le droit de l'ordre sur lequel s'appuient nos clubs professionnels pour pouvoir. Parce que dans le sport moderne, on est en entreprise avec les mêmes logiques économiques, même s'il y a une spécificité pour l'activité sportive. Donc ce sont là quelques réflexions. On n'a pas besoin de revenir les exemples en France, les exemples en Angleterre. Vraiment, on n'a pas besoin de revenir. Le terreau, il est fertile, le potentiel, il est là. Il suffit de l'audace, porter le leadership pour que les changements structurels. L'État a une volonté, mais moi je pense que l'intervention de l'État est mal orientée vers des campagnes. Alors que le thème central, moi, me pose problème. Dans la mesure où nous avons un problème avec le football local, il faut régler la question du football local pour penser avec nos sélections nationales. Je ne veux vraiment pas en rajouter,
Mais il faut de l'audace, il faut un leadership pour régler ces questions-là. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci. Vous savez, nous nous sommes retrouvés à Djambar pour accompagner la Ligue professionnelle de football pour la réflexion qui a été lancée pour faire le diagnostic des 12 ans d'existence de la Ligue professionnelle. Mais au-delà de ça, aussi voir le transfert à l'international des joueurs. Et je pense que ça, c'est deux problématiques qui méritent l'attention de l'ensemble des acteurs du football professionnel. Je l'ai indiqué tout à l'heure, cette réflexion va servir de locomotive parce que le professionnalisme effectivement de l'ensemble des disciplines sportives est inéluctable, irréversible. Nous devons nous y engager avec beaucoup de détermination, mais d'une manière inclusive. L'État attendra effectivement les conclusions de ce symposium et nous transmettrons au chef de l'État qui est à l'écoute du monde sportif. Nous devons nous battre. Nous savons que la Ligue professionnelle, pendant 12 ans, a fait d'énormes sacrifices, beaucoup de difficultés parce que ça demande beaucoup de moyens. Et les textes aussi de loi qui doivent encadrer ce football ou bien ce sport professionnel tardent à sortir. C'est pourquoi nous demandons effectivement au comité de rédaction, avec le comité olympique, de hâter le pas pour qu'effectivement on puisse déposer sur la table du Conseil des ministres ce code du sport et qui va passer à l'Assemblée nationale. Ça nous aidera en tout cas à diversifier les sources de financement. Ça permettra de régler beaucoup de problèmes, surtout les sociétés nationales et tous ceux qui aimeraient contribuer au développement du sport sénégalais en général. Je pense qu'au regard en tout cas du déroulement de nos activités aujourd'hui, où on a fait 3 ateliers sur la problématique et les modèles économiques du football professionnel, sur la gouvernance. Je pense que forcément, avec en tout cas l'expertise de nos panélistes, on peut sans risque de nous tromper dire que ça a été une journée remplie. Remplie par rapport à l'auditoire. Nous avons eu en tout cas beaucoup de gens qui sont venus. Remplie également par rapport en tout cas aux différents groupes et leur constitution en expertise et en compétences. Remplie également par rapport également, disons, au ressenti que le public en tout cas a eu pour poser en tout cas beaucoup de questions concernant en tout cas le devenir du football professionnel. Je pense que si nous continuons dans cette lancée, avec les 2 panels que nous allons organiser demain, Inch'Allah, si en tout cas, au vu également des autorités qui ont été présentes en tout cas dans ce symposium, le ministre des Sports, le ministre de l'Urbanisme, comment il s'appelle, qui est également un acteur du football parce que c'est le président de la LFA, la Ligue du football amateur, au vu également de ce que nous avons entendu, en tout cas sur, disons, le document qu'on doit produire pour que véritablement notre plaidoyer puisse atteindre le niveau que nous désirons, notamment les autorités et avec à sa tête le président de la République. Aujourd'hui, sans risque de nous tromper, on peut dire que c'est une journée bien remplie. À n'en pas douter, le symposium de la Ligue sénégalaise de football professionnel aura permis d'opérer un bilan sans complaisance, mais aussi de dégager des pistes porteuses pour un football professionnel compétitif et attractif. La manifestation s'est soldée par un franc succès, ouvrant ainsi la voie à des lendemains enthousiasmants pour notre football local.